Nos conférencières, permettez-moi de vous les présenter brièvement. J'ai collaboré avec elle un petit peu à l'organisation du webinaire et vraiment, j'ai eu mon petit coup de foudre. Alors, c'est Julie Maréchal, tout d'abord, qui enseigne l'anthropologie au Cégep Garneau depuis 2005. Elle a aussi participé à des projets de recherche portant sur la réussite des étudiants migrants et autochtones. Outre ses activités pédagogiques, Julie, donc ses activités pédagogiques et scientifiques, Julie a participé à l'organisation de stages interculturels en sciences humaines et s'implique aussi dans différents comités afin de favoriser l'inclusion des diversités. Quant à Sarah Côté de Lille, elle est aussi enseignante d'anthropologie au Cégep Garneau depuis 2009. En classe, elle se plaît, je trouve ça beau et que c'est beau l'enseignement. Elle se plaît à expérimenter des pratiques pédagogiques expérientielles pour amener l'étudiant à changer son regard sur lui-même et sur le monde. Par ailleurs, elle a pu mettre cette approche à profit lors des stages interculturels offerts aux étudiants de sciences humaines. Elle s'implique également Sarah, dans des projets de recherche axés sur le développement durable qui visent le changement des comportements et ce, dans une approche d'innovation sociale misant sur la collaboration. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à nos conférencières. Bon webinaire, mesdames, messieurs. Merci, Nicole, pour cette présentation. Donc, bonne conférence à tous. Commençons à toutes et à tous. Dans un premier temps, je vous invite à regarder dans l'espace de discussion. Je viens de vous déposer, dans le fond, l'adresse qui mène vers une question à laquelle je vous invite à répondre. Je vais m'assurer que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, écrivez-moi, puis je vais activer l'outil. Donc, c'est une question qu'on vous pose et qui se lit comme suit. Dans quel contexte avez-vous à interagir avec des personnes issues d'autres cultures que la vôtre? Donc, OK, je vois que ça fonctionne. Je vous présenterai là, dans quelques instants là, les réponses que nous avons à l'écran. Juste un petit moment. OK, je vais vous projeter mon écran. Alors, on voit en direct vos réponses. Donc, vous êtes 50 à avoir répondu. Là, je suis désolée de vous. OK, c'est bon. Alors, allons-y tout de suite, étant donné quand même qu'on a peu de temps pour ce webinaire qu'on pourrait prolonger longuement. Donc, bienvenue. Comme je le mentionnais, là, je vais donc faire un petit retour là, brièvement sur vos réponses, puis vous parler un petit peu là, des objectifs de l'atelier. Donc, peut-être, Julie, tu veux ajouter une petite note d'en discuter parce qu'on aimerait connaître vos besoins, vos attentes par rapport au webinaire d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous motive à participer au webinaire d'aujourd'hui? Donc, Julie va copier-coller la question, d'en discuter, puis on vous invite donc à répondre à cette question-là. Fait que je vous présente donc un petit peu là, les objectifs de l'atelier, la mise en contexte de notre boîte à outils, puis un plan de la présentation. Alors, si on regarde vos réponses au Menti, on voit quand même que c'est varié, les contextes que vous avez à interagir avec des personnes issues d'autres cultures que la vôtre. Alors, plusieurs ont répondu en classe, donc j'imagine que l'atelier sera très pertinent dans ce contexte-là. Tout à fait. Ensuite, on voit que c'est avec les collègues, dans la vie personnelle aussi. Donc, la boîte à outils, dans ses principes même, pourra aussi vous être utile dans ces contextes. Puis, bon, en stage professionnel, à l'international et dans d'autres contextes. Donc, voilà. Je reviens à ma présentation. Alors, voilà. C'est un peu dans ce sens-là qu'on a conçu l'atelier, c'est de pouvoir répondre à vos besoins, de vous sensibiliser à l'importance de former dans vos milieux à la communication interculturelle. Ça implique d'être soi-même formé, d'être soi-même sensible, mais aussi donc de pouvoir accompagner d'autres personnes. Vous verrez que la boîte à outils est une boîte ludique, sympathique, puis qu'elle peut être utilisée de plusieurs façons.
pour vous parler rapidement là, de la mise en contexte de l'élaboration de cette boîte-là, c'est dans le cadre d'un programme qu'on appelle le programme d'innovation pédagogique à Garneau, où on a déposé la proposition de développer une telle boîte et on a obtenu une libération, Julie et moi, pour développer l'outil. Puis, dans le fond, ça souhaitait répondre aux besoins de la communauté collégiale de Garneau, mais on se doutait bien que ça pourrait être des besoins que d'autres qui étaient vécus à l'extérieur aussi de notre cégep, en termes de développement de compétences donc interculturelles. Les besoins identifiés à Garneau, c'est un petit peu les contextes qu'on vous a présentés dans le petit sondage. Là. Fait autant en classe, certains professeurs là, vivent des difficultés parfois ou avaient des besoins là, justement de pouvoir établir un meilleur pont avec leurs étudiants issus de différentes cultures. Ça peut être dans des contextes de stages professionnels internationaux, puis lors d'interventions aussi. Donc, tous les intervenants du cégep là, peuvent avoir avantage, tirer avantage d'être eux-mêmes bien formés à tous ces aspects de la communication interculturelle. Puis, c'est ça, c'est autant auprès des étudiants donc issus de diverses origines liées à leur expérience de migration, les minorités culturelles et autochtones. Voilà, donc c'est assez large. Le plan de la présentation, alors on va vous présenter, on va vous faire visiter notre boîte à outils, donc une petite visite guidée de l'outil qui a été conçu dans Genially. Julie va vous présenter ça. Puis, par la suite, on va vous faire expérimenter la méthode qu'on a choisie, qui est celle des incidents critiques, un peu comme des mises en situation. Donc, on va vous présenter une mise en situation dans laquelle les compétences en communication interculturelle sont importantes, puis vous serez donc amenés en sous-groupe à échanger sur cette mise en situation. C'est pourquoi, comme l'expliquait Nicole, qu'on va basculer tout à l'heure dans le Zoom de Garneau. Sinon, on va vous expliquer un petit peu la démarche que nous avons suivie pour monter la boîte à outils. Puis, finalement, on vous partagera, là, on aura une petite période d'échange sur d'autres stratégies pédagogiques en lien avec l'objectif, justement, de développer les compétences en communication interculturelle. Ça fait le tour un petit peu de nos objectifs pour aujourd'hui. Julie, je te cède la parole. C'est quelque chose, Nicole et Sarah, faites-moi signe, j'ai perdu mon lien en partageant l'écran, j'ai perdu la visualisation du chat. Donc, normalement, vous deviez voir la boîte en question. Donc, c'est une boîte qui est interactive. C'est une formation qui est interactive, en fait. On l'avait pensé, comme disait Sarah, pour développer les compétences interculturelles, à la fois pour les membres de la communauté, pour l'ensemble des membres de la communauté collégiale, donc autant les étudiants que les membres du personnel. La boîte, elle est accessible en tout temps pour les gens du Cégep Garneau, donc pour les membres du personnel, ce qui fait qu'ils peuvent faire la formation individuelle. Des professeurs pourraient l'utiliser en classe aussi, ou ça pourrait être des ateliers pédagogiques là, entre membres du personnel. Donc, il y a toutes sortes de contextes qui se fait. Il y a des outils aussi qui peuvent aller chercher là-dessus. Donc, la boîte est construite là, vraiment de façon à aller chercher, il y a des ressources qui sont là, il y a des notions de base sur la communication interculturelle, puis il y a des incidents critiques, on va l'expérimenter tout à l'heure, mais vraiment pour mettre en pratique. Donc, tout ça, c'est accompagné aussi d'un journal de bord où les gens peuvent noter, ils ont des exercices, sont invités tout au long là, à faire des exercices qu'on peut reproduire en classe. Donc, la boîte, elle est en 8 modules. Donc, on peut le faire en ordre chronologique. On pourrait aussi aller chercher ce qu'on a besoin au fur et à mesure. Donc, pour commencer, ce n'est pas tout le monde qui est familier avec Genially. Donc, on présente la boîte, comment naviguer dans la boîte. Donc, il y a une petite vidéo pour guider le matériel. Donc, comme je vous disais, il y a un journal de bord. Donc, ça, le module se fait assez rapidement. Ensuite, on invite les gens à se questionner un peu comme on a fait avec le Menti, puis en posant la question dans le chat, pourquoi développer ces compétences? Juste de voir la personne qu'elle prenne conscience ou qu'elle s'arrête, qu'elle prenne un moment pour dire, bien, ça sert à quoi? Pourquoi on fait ça? Et ensuite,
Les gens sont invités à regarder une petite vidéo. C'est les participants, ceux que les experts, on les appelle les experts de contenu et de vécu, donc qui nous partagent pourquoi c'est important de développer ces compétences en contexte interculturel. Donc, on peut toujours revenir à la maison. C'est au début de la boîte, au début du module. Donc, on y va en ordre. Ensuite, le module 3, c'est le plus gros module où c'est vraiment les notions de base, ceux et celles qui sont habitués au stage. C'est des notions que vous avez déjà vues en communication interculturelle. Donc là, on fait le tour en commençant par le point de départ, prendre conscience, s'arrêter et se dire, qu'est-ce que j'ai vécu, moi, comme expérience? Donc là, c'est un petit exercice. Je peux vous montrer, c'est un exercice en lien avec le journal de base. C'est une fenêtre qui apparaît comme ça. Donc, chaque fois qu'il y a un exercice, il y a une petite fenêtre comme ça qui apparaît en cliquant. Et là, la personne est invitée à répondre à des questions. C'est des questions de réflexion, elle peut échanger. Donc, il y a toutes sortes d'exercices. Donc, c'est un peu le point de départ. Ensuite, c'est les bases de la culture. Encore là, on ne rentre pas en profondeur. Hein. C'est une formation pour développer, mais à chaque fois, il y a quand même des outils si la personne veut aller plus loin. Donc là, pour ceux et celles qui connaissent la notion de culture, là, on a sorti le classique iceberg, donc les composantes visibles. Et quand la personne arrive, là, elle peut se promener. Puis en cliquant, il y a des choses qui apparaissent. Normalement, là, il ne veut pas pour... Ah oui, il apparaît. OK. Donc, composante invisible, donc ce qu'on ne voit pas, ce qui se cache en dessous, les normes, les valeurs, et composante visible. Voilà, là, il apparaît. Donc, les langues, les modes de vie, tout ça. Et là, ici, la personne peut aller un petit peu plus loin. La culture varie dans le temps. Donc, c'est vraiment des notions de base sur la culture, puis il y a un petit exercice par la suite à faire. Donc, une fois c'est fait, on revient en arrière. Si elle pense que c'est tout, elle peut revenir à la maison, passer au futur module. Mais sinon, on revient en arrière, puis on continue notre petit tour. L'ethnocentrisme, qui est un concept essentiel là, quand on parle de communication interculturelle. Ensuite, communiquer en contexte interculturel, on a imagé le schéma de la communication interculturelle comme deux personnes, des fois, qui n'arrivent pas à se comprendre pour toutes sortes de situations. Donc, encore une fois, on se promène sur l'image et là, il y a des icônes qui apparaissent pour expliquer un peu ce qui se passe. Donc, en communication interculturelle, j'ai une idée dans ma tête que j'ai envie de transmettre à mon interlocuteur. Et donc, cette idée-là, le message que j'envoie, il est teinté par ma culture, par mes expériences, par mon identité finalement. Et là, on donne un petit exemple. Un Français qui dit à son collègue québécois « Et tu veux voir une photo de mes gosses? » Et là, on a mis l'image que la personne a dans la tête. Et là, vous nous voyez venir, les fils s'entremêlent. Donc là, la personne qui reçoit le message, j'ai construit une idée dans ma tête à partir du message que je reçois. Évidemment, cette construction-là se fait à partir de ce qu'on est comme personne, donc notre culture, nos expériences et tout ça. Et là, on a l'exemple de réception du message. Un Québécois entend son collègue français lui demander « Hey, tu veux voir une photo de mes gosses? » Et là, on a censuré l'image. Ce n'était pas pertinent. Donc, on a choisi un exemple un petit peu rigolo, mais on comprend là, au fil du temps que ça peut créer des chocs, ça peut créer, on va le vivre tantôt, mais ça peut créer toutes sortes de situations. Donc voilà, on arrive au choc culturel. On ne le fera pas au complet, là, mais vous avez des références d'ailleurs si vous voulez aller le voir plus loin. Les obstacles à la communication interculturelle, c'est beaucoup en lien avec les mécanismes d'exclusion, la différence qui passe de l'ethnocentrisme au préjugé jusqu'au racisme. Ensuite, les bases pour ouvrir le dialogue. Puis il y a des petites ressources si on veut aller plus loin. Julie, donc, oui? Étant donné que les gens n'ont pas accès au Géniali en tant que tel, que c'est possible de donner un petit plus grande idée de chacun des modules, un petit peu plus? Oui, je peux y aller. Puis je vous dirais dans le chat, là, on pourra mettre les documents. Communiquer, j'ai fait communiquer. Choc culturel. Choc culturel, qu'est-ce qu'un choc culturel? Donc, on l'explique. Qui vit un choc? Donc là, il y a des éléments qui peuvent aller chercher. C'est des précisions, en fait. Donc, vous voyez, qui vit un choc? Comment savoir si on vit un choc culturel? Les étapes du choc culturel.
comment surmonter un choc culturel. Donc, c'est des éléments qui permettent en fait, de préparer pour les stages, mais qui prennent conscience aussi, tu sais, des fois, on vit quelque chose avec un étudiant ou avec un collègue, on fait « Ah, OK, tu sais, c'est un choc culturel. » Dans les enregistrements vidéo, parce que les capsules, les incidents critiques, il y a eu une analyse, comme je vous disais, c'est des experts de vécu. Donc là, on a un professeur du Cégep Garneau qui est d'origine marocaine, Loussem Dadaoui, qui, lui, on a pris un extrait où il parle de son choc culturel quand il est arrivé au Québec. Donc là, les gens peuvent aller voir ça. Donc, c'est ça, les obstacles, je peux y revenir. Donc, l'ensemble des obstacles, ce qu'on a fait parce qu'on sait que le personnel n'a pas toujours énormément de temps pour se former, fait qu'on essayait que ce soit le plus ludique possible, simple, sans rentrer dans des matières, une matière qui est très longue et lourde. Donc, on a mis des définitions, puis on a mis des petites capsules vidéo en lien avec chacun des éléments. Stéréotypes préjugés, vous avez peut-être vu la capsule Mon ami blanc là, qui est sortie l'année dernière. Les microagressions, on utilisait beaucoup les capsules de Briser le code. En lien avec Briser le code, vous avez peut-être vu le film, le documentaire complet, l'appropriation culturelle. Donc, on les définit, puis la personne peut toujours aller voir des exemples. Et voilà, démarche pour ouvrir le dialogue. Donc, encore là, démarche pour ouvrir le dialogue, c'est les principes de base en communication interculturelle. On s'est basé sur AI, qui est quand même les fondements jusqu'à aujourd'hui. Quand on parle de communication interculturelle, on se réfère encore à lui. Donc, quelques principes de base, là, faire un premier pas vers soi, donc prendre conscience, d'où les exercices du départ, où est-ce qu'on en est, est-ce que moi, je connais bien ma culture, faire preuve de relativisme, des petits trucs, comment relativiser, comment aller vers l'autre et prendre conscience des inégalités aussi, parce que des fois, c'est pas parce qu'on est en contexte interculturel, il y a aussi des rapports de pouvoir qui sont là pour différentes raisons socio-historiques, mais c'est d'en prendre conscience aussi. Donc, voilà. Puis, aller plus loin, les démarches vont être là. Vous allez les avoir dans le chat, les communications. Expérimenter, je vais y aller rapidement parce que Sarah va y revenir tantôt, on va l'essayer dans le Zoom. Faire l'expérience, dans le fond, l'approche par incident critique. L'idée, c'est un peu de mettre les gens en situation qui peut créer un choc culturel où tout le monde n'a pas nécessairement les codes, l'information pour être capable de bien comprendre le point de vue de l'autre. Là, tantôt, j'ai montré le schéma de la communication interculturelle. Du fait de toutes nos expériences, on ne se comprend pas nécessairement. Donc, ça prend un regard, des fois, ça prend une décentration, ça te prend certaines connaissances, des fois, pour être capable de bien comprendre toutes les nuances, tout ce qui peut se passer dans une situation. On en a créé trois contextes différents aussi qu'on peut rencontrer au cégep. On pourrait en faire plusieurs. D'ailleurs, vers la fin, vous allez voir, là, on invite les gens à créer leurs propres incidents critiques. Le premier, c'est un incident en stage au Maroc. C'est celui qu'on va expérimenter tantôt. Donc, ça s'est passé avec des étudiants en stage à l'extérieur du cégep. Le deuxième, un incident avec un étudiant qui est d'origine Innu, qui arrive de la Côte-Nord. Donc, ça se passe en classe. On explore un peu la relation avec son professeur, puis tous les enjeux aussi autour du soutien, des services psychosociaux aussi, donc qui peut avoir de besoins ou des soutiens qui ne répondent pas nécessairement à ses besoins aussi. Donc ça, on explore ça. Et à chaque fois, comme je vous disais, on invite la personne à dénouer par elle-même. Après ça, c'est des experts qui répondent, qui donnent leur point de vue, puis qui explorent ça par l'entremise de capsules vidéo. Puis le dernier, c'est un incident d'un étudiant d'origine sénégalaise. On explorait, c'est en classe lors d'un travail en équipe. Donc ça aussi, des fois, les gens nous disent ça pose problème. Ou en tout cas, il arrive des incidents, on ne sait pas trop comment encadrer ça. Donc, il y a un bel exemple là, ici. Donc, c'est nos 3 incidents critiques.
Et ensuite, de ces incidents critiques-là, on dégage des clés de la communication. Donc, les gens, il y a un exercice ici où sont invités à voir qu'est-ce qu'on retient, c'est quoi les attitudes, les comportements à adopter en contexte interculturel. Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour une prochaine, parce que ce n'est pas ces incidents-là qu'on va rencontrer nécessairement dans notre vie, mais ça nous inspire. Puis ensuite, la petite vidéo, c'est les professeurs. On va voir un petit extrait tout à l'heure. Ce sont les professeurs. Il y a des étudiants aussi qui ont participé comme experts, des intervenants, toutes sortes de personnes, toutes rattachées au cégep. Puis, ils nous disent, eux, d'après eux, c'est quoi les clés qui sont importantes. Donc, ils donnent certaines pistes de solutions. Donc, une fois qu'on a tout fait ça, c'est un peu les notions de base. Là, les gens peuvent travailler par eux-mêmes. Donc, soyez les héros de vos propres expériences. Donc, on invite les gens, dans un premier temps, à réfléchir à des expériences qu'ils ont déjà vécues. Donc, de revenir, puis à partir des outils, des pistes de solutions qu'on a vues, des attitudes, des comportements adoptés, comment ils voient l'incident. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont déjà utilisées spontanément? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils auraient pu faire mieux? Donc, de mieux comprendre l'autre. Puis après ça, on invite les gens à dénouer les futurs incidents qui se présentent à eux, donc à revenir à ces éléments-là. Et il y a une petite capsule vidéo, là, c'est des personnes immigrantes qui racontent un peu, qui portent un recul sur des incidents qu'ils ont vécu. OK. Et ici, c'est ce qu'on va vous remettre dans le chat. Donc, c'est relations, c'est des documentaires, des références documentaires puis audiovisuelles en lien avec les différents thèmes qui sont abordés, des différentes situations interculturelles, donc la communication en général, les premiers peuples, migrants, étudiants, étrangers, les stages à l'étranger, de la recherche. Il y a plusieurs belles recherches qui ont été faites aussi, des œuvres littéraires qui sont utilisées, qui nous ont été conseillées aussi par certains professeurs. Donc, voilà. Et à la fin, ce qu'on voulait aussi, c'est de rendre les personnes le plus autonomes possible dans leur démarche. Donc, si les gens ont envie d'animer et d'organiser des ateliers de sensibilisation, par exemple, un prof de chimie qui n'a jamais fait d'anthropologie ou une discipline qui pourrait s'apparenter aux relations interculturelles, mais il pourrait, si vous l'amenez des étudiants en stage, leur faire une petite formation. Donc, on donne certaines clés, rédiger les problèmes d'incidents critiques. Ça, c'est des documents qu'on va vous remettre. Donc, comment on fait pour rédiger ces incidents critiques, des activités préparatoires à des rencontres interculturelles, comment on prépare les étudiants aussi à aller vers l'autre, des activités à faire en classe, en dehors de la classe aussi, puis pour enrichir la formation de professionnels, donc des petites pistes qui sont suggérées. Donc voilà, ça fait le tour de la boîte. Sarah, es-tu prête à passer? Oui, tout à fait. Donc, je vais tout de suite copier-coller le lien vers le Zoom qu'on a appelé le Zoom de Garneau. Donc, si vous voulez poursuivre avec nous, branchez-vous au lien qui est disponible là, dans Discuter. Alors, on va se retrouver dans cet autre Zoom où vous aurez à expérimenter, là, vous aurez l'occasion d'expérimenter un incident critique en sous-groupe. Donc, ça va favoriser les échanges. C'est l'incident critique au Maroc. Alors, Sarah, je te laisse le présenter. Parfait. Donc, pour vous dire déjà que c'est un cas vécu, c'est des professeurs de sciences humaines là, qui ont accompagné des étudiants dans le cadre d'un stage interculturel qui permet pendant 3 semaines à des étudiants de vivre dans une famille dans un autre pays. Donc, cette année-là, ça fait déjà plusieurs années de cela, c'était au Maroc. Et puis, les professeurs qui accompagnaient nous ont raconté cet incident qui s'est passé. Et puis, on s'en est très, très fortement inspiré pour rédiger le fameux incident qu'on va vous lire. Donc, la fameuse mise en situation, là, comme on vous disait tout à l'heure, c'est autour de cette mise en situation-là qu'on va échanger ensuite en sous-groupe. Donc, Julie, si tu veux ouvrir le texte. Voilà. Alors, je vais lire l'incident. Donc, mi-mai, à Meknès, ville impériale du Maroc, Audrey et Marianne sont en stage interculturel depuis 2 semaines. Elles ont chaud, très chaud. Ayant aperçu la veille une piscine publique non loin de la maison où Audrey est logée, elles décident d'aller faire trempette.
Aïcha, qui accueille Audrey, a été invitée par texto. Elle tarde à répondre, puis prétexte un petit malaise pour ne pas les accompagner. Une fois sur place, les deux Québécoises réalisent qu'à la piscine, il n'y a que des hommes, des plus jeunes, des plus âgés. Qu'à cela ne tienne, elles ont chaud, enfilent leur maillot dans les vestiaires et se présentent près de l'eau. Sans trop porter attention, les filles réalisent que les hommes les regardent fixement. Leur maillot suscite des regards insistants. Elles plongent dans l'eau qui est à peine fraîche. Peu à peu, les hommes plongent eux aussi. Je donnais accès à quelqu'un. Plusieurs se rapprochent, certains les frôlent. Après 15 minutes, un attroupement se produit autour des deux stagiaires, à tel point que les gardiens de la piscine leur demandent de quitter. En soirée, Audrey entend Aïcha, qui est comme sa sœur d'accueil, si on veut, échanger avec son père en arabe. Le ton semble tendu. Inquiète, elle communique avec son professeur, accompagnateur, qui a déjà été mis au courant de l'incident. Donc, voici la mise en situation. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous diviser en sous-groupes et vous aurez donc à réfléchir à 2 questions pour essayer d'éclairer cette mise en situation. Donc, comment expliquer selon vous? Puis, il n'y a pas de bonne réponse. Julie, on n'a pas accès à au bon partage d'écran. Donc, pour vous dire, il n'y a pas de bonne réponse en soi. C'est vraiment complexe l'analyse qu'on peut faire de chacune des mises en situation. Donc, il y a vraiment plusieurs points de vue, plusieurs nuances à apporter. Donc, toutes vos réponses vont permettre de construire une analyse plus nuancée. Alors, comment expliquer selon vous que les 2 stagiaires se sont retrouvés seuls à la piscine? Et deuxième question, pourquoi le ton est-il tendu entre Aïcha et son père? Vous allez voir, la petite capsule répond un peu à tout ça. Juste pour dire, on l'a mentionné, nos experts, c'était donc à la fois des experts d'expérience. Fait que vous allez voir, là, il y a entre autres un professeur, Loussène Nadawi, qui est en technique de soins infirmiers, qui vient du Maroc lui-même. Un étudiant aussi d'origine marocaine qui prend la parole. On a une prof d'anthropologie et un prof de sociologie qui a vécu l'expérience au Maroc. Alors, vous allez entendre différentes pistes d'analyse de l'incident. Voilà. C'est parti. Le père, je pense la raison pourquoi il est fâché, ce serait parce qu'au Maroc, l'honneur, justement, c'est quelque chose d'assez gros. C'est quelque chose que, genre, les familles aiment ça être respectées. Et c'est sûr qu'une situation comme ça va sûrement se faire savoir assez vite dans la ville. Ça s'explique pour lui, c'est inacceptable que tu serais ami avec des gens qui ne respectent pas notre cadre culturel, notre cadre religieux et aussi le rapport. Pourquoi tu ne leur as pas dit de ne pas y aller? Donc ça, c'est la première des choses, parce qu'il peut dire que oui, ce sont des étudiantes qui viennent de l'Occident, c'est de leur habitude, chez eux, ça se passe comme ça. Il est capable de le comprendre. Mais quand ça arrive que l'événement a été soi-disant marqué et rapporté, ça veut dire que lui, il va perdre sa face. J'ai pas bien éduqué ma fille. Et qui dit que j'ai pas bien éduqué ma fille, ça veut dire je vais perdre mes avantages sociaux. Il se peut qu'il serait banni aussi par son entourage, par ses voisins, par la communauté, et on va étiqueter et stigmatiser cette famille de telle sorte que par rapport, par exemple, soi-disant, au devenir de ses enfants, de ses filles, ils vont avoir des problèmes au niveau, par exemple, de la société telle que avec qui il va se marier, qui va accepter cette fille qui ne respecte pas ses enjeux. Les rapports aussi se sont peut-être un petit peu plus refroidis dans la famille où elle logeait également parce que, en se disant, il va falloir les surveiller de près parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver et on est responsable. Il ne faut pas oublier ça. La famille qui accueille les deux jeunes filles est responsable de ça.
de leur comportement, de quel que soit ce qui se produit, et ils vont prendre la famille va prendre sur elle, en fait, tous les blâmes. Et ça, une fois que les jeunes filles sont parties, ben, les blâmes, ils restent quand même. Et les rapports avec les autres dans l'entourage immédiat, surtout que ça a dû se savoir assez rapidement. Hein? le téléphone arabe, ce n'est pas, une image, là. Je veux dire, ça se fait. Alors, quand on regarde ça, ben, forcément, tout le voisinage doit être au courant comment elles se sont comportées, puis ils vont pointer du doigt. Tu n'as pas été capable de les tenir, tu n'as pas été capable de leur expliquer que non, ça ne se fait pas, etc. Non seulement elles se sentent responsables, mais c'est comme si, très souvent, quand on allait en stage, ils considèrent les stagiaires comme leurs propres enfants. Tu sais, ils s'attachent, puis alors là, c'est comme si c'est mon enfant qui a mal agi. La réaction de Aïcha, qui, dans cette situation-là, est un peu coincée entre les stagiaires duquel elle est amie, puis sa culture et son père. C'est une jeune fille qui regarde les vidéos, qui regarde l'Internet, il y a quand même une évolution. C'est-à-dire, il y a des aspects au niveau de la société, c'est-à-dire patriarcale, de son origine, qu'elle n'accepte pas. Puis, il est mitigé. De ne pas savoir dire non pour ne pas perdre la face non plus, ça aussi, c'est excessivement important. Vouloir se faire approuver par ses amis. Et d'un autre côté, il y a comme aussi sa culture qu'il faut comme qu'elle respecte. Je pense qu'elle avait dit non, mais à cause de deux cultures différentes, deux façons de communiquer différentes, elle, la façon dont elle l'a dit, c'était pas assez clair qu'aller à la piscine, c'était une mauvaise idée. J'ai l'impression que pour elle, c'était comme sa façon de dire non, mais que les deux stagiaires, eux, se sont juste dit « Ah, ben, elle veut pas y aller, donc nous, on va y aller, on va aller à la piscine, puis tout va être… » C'est intéressant le lien là, de ce que vous aviez mentionné, Mme Marchand, puis l'équipe de Nicole, là, par rapport à est-ce que la jeune fille était sensible là, à son rôle, mais en même temps, pour elle, hésiter puis dire non, c'était un non. Bien, culturellement, ça n'a pas été probablement là, saisi de la même façon par les deux stagiaires. Donc, les deux filles se sont trouvées à la piscine. Puis, je sais que dans une équipe, j'ai entendu quelqu'un dire « Oui, mais ces deux jeunes filles-là, québécoises, ont-elles eu une formation interculturelle? Puis, habituellement, il aurait fallu que je vous en parle avant. Mais oui, pendant un an, au Cégep Garneau, c'est ça qui est épouvantable, c'est que les étudiants qui partent dans le cadre du stage sont formés à l'interculturel. Mais il n'avait pas été dit, ne mettez pas votre maillot, n'allez pas à la piscine. Fait que là, c'est jusqu'où il faut donner de l'information sur les choses à ne pas faire. Mais les grands principes avaient été présentés. Puis, plus loin, on aura des pistes là, de comment on aurait pu prévenir un tel incident ou dénouer une telle impasse. Fait qu'on vous présente ça tout à l'heure. Julie, voulais-tu ajouter une petite réflexion par rapport à la capsule analyse? Oui, bien, ce qui est intéressant, je pense qu'on fait le tour des équipes parce que l'outil, il ne faut pas oublier que des fois, ça peut être en contexte de travail ensemble. On a les experts qui apportent des réflexions, mais je pense que même ensemble, on fait le tour des équipes, on apporte un éclairage intéressant. Là. Fait que ça permet aussi de nuancer. Des fois, on a une piste de solution, mais quand on regarde, moi, je me souviens, Mehdi, c'est un de mes étudiants, puis il apporte des belles nuances, puis il comprend les deux cultures, les deux pans. Fait que je pense que ces gens-là, c'est vraiment des experts à écouter. L'incident apporte des nuances, puis même dans la présentation, là, il y a une femme, Rajoun, peut-être qu'elle voudrait intervenir plus tard, mais elle dit, écoutez, moi, je viens de Rabat, du Maroc, puis il y a des petits mix aussi, fait que ça nous amène vraiment à relativiser. Il y a de la diversité dans le monde, mais au sein même d'un pays, d'une communauté, de façon de pratiquer. Donc, il faut mettre ça, puis c'est important pour préparer les stagiaires aussi. Pourquoi tu peux te baigner à Rabat, puis pas quand tu t'en vas ailleurs, puis ça devient un peu mélangeant, mais c'est ça, c'est la beauté de la complexité. Alors, on serait rendu aux pistes de solutions, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut prendre des paroles à main levée, peut-être, vu que le temps file? Oui, exact. Donc, la question qu'on avait à vous poser, puis là, bon, évidemment, là, on y va un peu rapidement, là, c'est simplement pour expérimenter l'outil, grosso modo. Quels sont, selon vous, puis là, pensez-y individuellement, puis vous pourrez lever la main, on prendra une ou deux interventions, les clés
qui pourrait, selon vous, donc dénouer un tel incident ou qui aurait pu prévenir que ça arrive? Donc, sur la base de ce qu'on s'est dit, sur la base de vos expériences, J'ai rapidement. présenté la piste de solution. Fait que c'est juste un extrait, là. Il y avait plusieurs pistes de solutions que nos experts avaient présentées, là, mais on vous en présente qu'un seul extrait. Je crois qu'il ne faut pas oublier le contexte dans lequel ça se passe, c'est-à-dire on est dans un stage, un contexte de stage interculturel, donc inséré dans une famille qui a accepté de recevoir les stagiaires. Et en principe, je dis bien en principe, vous restez avec la stagiaire avec qui vous êtes jumelés. Parce que le comportement qu'elles ont adopté est un comportement de touriste. C'est-à-dire que si vous êtes quelque part, vous avez envie de faire quelque chose, ben, vous ne vous préoccupez pas de l'autre. C'est là, je crois, si un conseil peut-être par rapport à ça, c'est de se préoccuper de l'autre. Vous êtes chez l'autre, vous êtes l'invité. Je ne dis pas que vous perdez toute votre autonomie et votre indépendance, mais vous n'êtes pas là pour parfaire votre indépendance, votre autonomie. Vous êtes là pour apprendre au contact de l'autre. Donc, vous restez avec l'autre. Donc, il y avait déjà une première là, piste de solution intéressante. Là, Puis ça, nos étudiants sont informés. Vous restez, vous êtes là pour vivre à la façon des gens de la place de vivre. Donc, vous restez avec votre famille, etc. Puis, ben, il y a toujours quelques exceptions des étudiants. Puis plus loin dans la capsule, il y a Michel Daïti qui dit ben, on a beau leur dire des fois, c'est comme abstrait avant de quitter le Québec, puis c'est sur place qu'ils prennent conscience justement de l'ampleur ou de l'impact de leurs gestes et comportements. Donc, c'est des fois formateur là-bas, puis c'est après qu'on apprend nos petites erreurs, si on veut, nos petites gaffes de communication interculturelle. Voilà. Donc, pour la suite, Julie, je te cède la parole. Oui. Donc, voilà, la dernière piste, en fait, c'était pour le dernier module, c'est d'amener les gens à dégager de façon plus générale en contexte interculturel, parce que comme je vous disais, il y a 3 mises en situation, mais il y a très peu de chances qu'on rencontre cette situation-là. En tout cas, je ne vous souhaite pas, pour le cas du Maroc, de rencontrer ça, mais il faut vraiment être capable de restituer les outils. Finalement, c'est les éléments théoriques, les appliquer, puis développer les attitudes. Donc, c'est ça, la dernière capsule, en fait, c'est de voir qu'est-ce qu'on retient. Donc, je donne un petit extrait. On va voir Rosalie, qui est une étudiante Innu Wendat au cégep. Donc, je vais repartager mon écran. Dans le fond, c'est que la boîte à outils, on a, oui, présenté des cas très spécifiques, mais à chaque fois, il y a un exercice de faire les apprentissages sur les grands principes qu'on doit appliquer, peu importe la situation. Donc, je l'ai, Sarah. C'est bon? Parfait. On y va. Bonne directive, là. Direction, je dirais. De donner du temps, de l'espace, de ne pas prendre les choses personnelles. Souvent, il y a des Québécois qui disent « Ah, mais il y a souvent des silences quand on parle avec les Autochtones, ça me stresse, je ne suis pas bien avec ça. » Mais dans la culture des Autochtones, c'est comme normal un peu l'aspect de silence, puis que tu n'es pas tout le temps obligé de parler puis d'être stimulé, comme un peu plus les gens québécois. Là. Fait que moi, ça serait ça, de ne pas prendre personnel, d'être à l'écoute de l'autre, de ce qu'il a à dire, ça va le faire sentir en confiance. Puis c'est ça, créer un climat de confiance, c'est vraiment important. Puis de ne pas se sentir mal à l'aise avec la différence, parce que les Autochtones, c'est vraiment des bonnes personnes. De travailler sur notre conscience culturelle, de travailler sur nos connaissances, de travailler sur la connaissance des enjeux. Si on ne le sait pas, ben, de poser la question aux personnes concernées. Les Autochtones, c'est des bonnes personnes, puis c'est peut-être souvent pas eux qui vont faire le premier pas, mais aussitôt que nous, on fait le premier pas, il y a quelque chose qui se crée là qui est extrêmement riche. Puis si on reste là à attendre et à se dire que ben, il n'y a jamais de rencontre qui va se créer, alors que ça peut être de notre responsabilité de faire le pas vers les étudiants autochtones et les autochtones en général. C'est ça aussi, ça prend de l'humilité chez les non-autochtones de se dire, ben, vas-y, toi, tu sais. Alors, voilà. C'était, on rappelle ici, on ramène un peu à l'idée des Autochtones, mais comme je vous disais, c'est vraiment des situations qui reviennent dans toutes les
dans tous les contextes, ou d'aller vers l'autre, de prendre le temps de travailler avec humilité, c'est vraiment des attitudes qu'on peut retenir de façon générale. Donc, J'aurais une voilà. petite question. Oui. Est-ce que vous présentez aussi des mises en situation, mais qui peuvent se produire au Québec, dans un collège, ou si les exemples que vous fournissez se déroulent à l'extérieur uniquement? C'est le seul à l'extérieur, celui-là du Maroc. Les deux autres, c'est ça, l'autre incident qu'on a créé, ça se passe à l'école justement avec une mise en situation d'un étudiant inou. Et c'est ça se passe en classe dans la relation avec son professeur, dans les besoins qu'il y aurait peut-être pour aller chercher l'aide psychosociale. Puis le dernier, c'est un étudiant d'origine sénégalaise qui est en classe, qui interagit avec des étudiants dans la formation d'équipe. Il y en a deux, la majorité des cas, ça se passe dans le cégep, mais on voulait en faire un à l'international aussi pour préparer au stage, pour montrer aussi la pertinence de préparer, l'importance de préparer au stage, parce que ce n'est pas toujours compris non plus parmi les membres du personnel là, que c'est important de se former, mais on le voit un peu. Peut-être, Julie, par rapport à tout ça, parce que pour rentrer dans le temps, on va peut-être passer tout de suite à la période de questions, mais on vous a distribué tout à l'heure, puis ça vous sera transmis par la QPC, là, 2 outils, dont un qui vous explique un petit peu comment vous pourriez créer vos propres incidents critiques. En fait, nous, évidemment, on ne peut pas couvrir l'ensemble des incidents critiques qu'on peut expérimenter dans la vie, mais c'était de montrer un peu ce que ça peut être, de montrer à quel point c'est riche d'avoir la part d'experts qui sont les gens qu'on côtoie, des étudiants, des collègues, puis aussi des collègues qui ont vécu des choses, mais des collègues aussi qui ont une formation, peut-être, nous, on est formés en anthropologie, on aborde ça, mais d'autres collègues aussi qui ont des pistes ou des principes là, d'intervention à présenter. Fait que ce document-là qui est en format PDF, là, vous pourrez le consulter, puis peut-être, ça peut être un bel exercice chez vous, dans vos milieux, de bâtir un premier exercice, un premier incident. Ça peut être dans un contexte de stage professionnel, ça peut être ça aussi. Ça peut être un contexte de travail avec vos collègues. Ça peut être, puis tout l'échange, toute la discussion autour de cet incident-là, c'est très, très formateur, mais en même temps, ça permet de commencer à tendre des ponts entre les personnes, les expériences, les points de vue, puis les cultures, ultimement. Je ne sais pas si tu veux ajouter des choses par rapport à ça. Bien, il y a un message aussi indirect quand on voit l'outil, c'est que nous, quand on le fait spontanément, on s'est dit, on va aller chercher des gens à l'extérieur, puis finalement, tous nos experts de vécu ils ont un lien avec Garneau, soit des anciens étudiants, des étudiants qui sont là présentement, des professionnels. Fait que le message, c'est un peu quand vous ne savez pas, là, je vois une question dans le chat, je ne sais pas si on va avoir le temps d'y répondre, mais d'aller chercher ces personnes-là aussi. On a plein de personnes outillées dans les cégeps. Fait que c'est juste le réflexe d'aller se demander, d'aller poser une question, d'aller voir, d'aller vers l'autre. Je pense que c'est ça aussi que ça nous dit, parce qu'on les vit. Là, j'en vois un, c'est ça dans le chat, on a un petit incident. Fait que comment revenir, comment aller chercher l'information? Il y a une question qui a été posée intéressante. Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu ça que tu veux dire. Donc, mais quand c'est fait dans le cadre d'un exercice où on le rédige même ensemble, à la limite, c'est moins tourné vers une personne, c'est tourné vers une expérience. Puis ça n'a pas besoin d'être une expérience qu'on a vraiment vécue non plus, mais ça peut être c'est ça, c'est une expérience qu'on invente, mais qui met en confrontation des valeurs, des points de vue différents, puis à partir de là, de déconstruire ça. Puis, d'une certaine façon, un peu, l'interculturel, ça se vit des deux côtés. Hein? Comme il était question, plus loin dans une capsule autour de l'incident du Maroc, les familles qui accueillent ne sont pas formées à l'interculturel. Fait qu'il y a aussi pour le prof accompagnateur, des fois, une espèce d'exercice de médiation, parler, dire, chez nous, comprenez que les 2 jeunes filles ont fait ça parce qu'elles sont juste parties sur leurs habitudes ou leurs réflexes québécois qu'on peut aller où on veut, il n'y a pas d'enjeu, mais sans minimiser ce qui s'est passé, mais juste au moins d'amener aussi les familles à comprendre dans ce cas-là. Il y a l'exercice dans les 2 sens, là, puis de dire, Rosalie disait de ne pas prendre personnel, il y a ça aussi là, pour répondre à la question. Je suis curieuse pour la jeune.
Fait que je ne sais pas si on y allait avec vos questions, soit sur l'outil, soit sur son utilisation, soit même, parce que normalement, là, on a eu des petits enjeux technologiques puis de changement de plateforme, là, fait qu'on a perdu un petit peu plus de temps que lorsqu'on avait animé l'atelier au colloque de la QPC, mais on voulait aussi vous entendre sur est-ce que vous avez développé des outils, des stratégies pour former aux compétences interculturelles. Fait que tout ça, là, on peut en discuter là, dans le temps qui nous reste. Voilà. Je vois qu'il y avait une remarque dans le chat, je suis curieuse, pour les jeunes générations qui ont des amis de différentes cultures, des fois c'est entre deux. Il y en a peut-être qui veulent réagir. Pour ma part, dans les classes, je pense que ça amène une belle diversité. C'est ça qu'on voit aussi dans l'outil. Les étudiants sont capables de prendre la parole, puis ils se retrouvent aussi souvent en deux cultures et ils comprennent, c'est des passeurs de culture, ils comprennent les codes, sont capables d'utiliser les deux. Donc, ils amènent des belles nuances. Moi, souvent en classe, c'est ça, c'est qu'ils amènent des nuances de réflexion, d'autres points de vue qui n'auraient pas à la fois d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas nécessairement juste deux côtés, mais ça permet de relativiser beaucoup. Pour l'instant, l'outil n'est même pas encore diffusé largement à Garneau, mais pour l'instant, ses premiers droits de diffusion, si on veut, seront pour Garneau. Mais l'idée, c'est de pouvoir peut-être dans un futur proche le développer pour une diffusion plus large. Mais l'outil qu'on vous a transmis, c'est un petit peu dans cet esprit-là, c'est de dire, mais il existe quand même une littérature que vous pouvez consulter. On vous a mis d'ailleurs des pistes pour aller plus loin, là, pour trouver ces sources-là sur Madame Édith Godet, qui justement fournit des exemples d'incidents critiques, puis toute la méthode. Puis sinon, c'est d'y aller peut-être construire vos propres incidents, puis d'y aller petit à petit. Au début, Julie et moi, on avait un rêve de créer plusieurs incidents critiques, puis 3, ça a été pas mal. Il faut dire que la pandémie est arrivée au moment où on prévoyait filmer les entrevues en direct, là, en présence. Il a fallu s'ajuster, puis avec Zoom, on a pu enregistrer. La qualité n'est pas toujours parfaite, là, mais en tout cas, on est flexible. Et c'est d'ailleurs une qualité en interculturel, la flexibilité d'esprit et tout ça. Mais voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous voulez poser d'autres questions ou si justement vous avez testé des trucs, d'autres outils, d'autres stratégies pour développer ces fameuses compétences de communication interculturelle. Je vais prendre un autre exemple. Là, dans mes groupes d'anthropologie, je propose des projets pour aller à la rencontre de l'autre, puis il y a différentes options que les étudiants doivent choisir. Puis finalement, des fois, il faut un peu les forcer à aller à la rencontre de l'autre, puis c'est pas parce qu'ils sont fermés à ça, mais il y a toujours un petit malaise, des fois une petite gêne ou comment je vais aborder l'autre, puis etc. Fait que parfois, ça prend des contextes où on force un petit peu la donne, mais à travers des activités ludiques ou etc. Mais encore faut-il amener les jeunes. Puis là, la pandémie là, à distance, ça n'a peut-être pas aidé non plus, là, mais c'est des belles préoccupations, en tout cas, à partager chez vous, puis de voir comment vous pouvez trouver des solutions à ça. Et on voit un autre commentaire, Marie-Josée Tellende. J'utilise beaucoup ce site sur l'importance de l'offre. Oui. Oui, différentes expressions, etc. Oui, de valoriser la diversité, ces expressions, etc. Oui. D'autres questions, interventions? Est-ce que vous pensez, je ne sais pas, ça peut être ça aussi, je serais curieuse de vous entendre sur est-ce que cet outil-là, vous voyez l'utilité qu'il pourrait avoir dans votre contexte à vous, dans votre pratique, là, que vous soyez prof ou intervenant. Tout à l'heure, il y avait des gens qui disaient plus que leurs attentes étaient par rapport à ce rôle-là d'intervention. Je serais curieuse de vous entendre. Je pense, Sarah et Julie, votre webinaire devait se terminer à 12h45. Et là, je vois qu'il y a des gens qui quittent. C'est normal. Là, je pense qu'on a d'autres activités. Mais reste que ça serait... écoute, ce que je ferai, c'est que j'inviterai les gens. J'ai envoyé un courriel aujourd'hui aux participants, puis je vais les inviter à communiquer, si tu le veux bien, peut-être à t'écrire pour...
proposer là, des mises en situation qu'elles pourraient trouver intéressantes ou si elles ont des questions à poser, qu'elles puissent te les communiquer. Vous les communiquez à toi et à Julie. Tout à fait. Ben, en tout cas, donc ça conclut un peu comme ça, j'imagine. Nous, on va rester jusqu'à la toute fin, hein, Julie? Oui, donc, oui, s'il y en a qui ont des questions, on peut rester. On est disponible. Ouais. Sinon, ben, en tout cas, on vous remercie d'avoir été là en grand nombre. Désolée de vous avoir fait changer de plateforme en cours de route et tout ça, mais c'est ça. Dans un monde idéal, on aurait eu 3 fois plus de temps pour vous entendre encore plus échanger, là, mais ça a été un beau moment avec vous, Speedy. Un étudiant ne pourrait pas aller cliquer faire la formation par lui-même. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on a développé jusqu'à présent, peut-être qu'un jour, mais c'est plus d'accompagner. Donc, c'est les professeurs. Moi, je l'utilise en classe dans mes cours d'anthropologie. Fait que là, je les prépare. Il y a un petit texte. Là, on fait l'incident critique au Maroc. Fait que c'est ça. Je pourrais faire aussi l'étudiant d'origine sénégalaise là, lors d'un travail en équipe aussi. Fait que c'est de le faire, c'est de les accompagner aussi parce que dans l'analyse, ils ne savent pas. C'est ça, ils ne savent pas trop, mais en même temps, c'est de faire sortir ça. C'est ça qui est le fun aussi quand ils sont là, pas dans la situation, mais à distance, qu'ils fassent sortir émotivement ce qui se passe, comment ils voient tout ça. Là. Je pense que c'est intéressant. La date, ça passe bien. Je ne sais pas, Sarah, toi, je pense que tu ne l'as pas utilisé encore. Je l'utilisais avant l'outil, là, autrement, mais puis de leur faire parler des émotions aussi, là, quand on vit un choc, là, toutes les émotions qui se bousculent, puis ça, c'est intéressant. Parce que finalement, ça donne le droit. Il n'y a pas une bonne émotion. Tu as vécu ça, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que tu en fais? Puis en quoi cette émotion-là est un indice que tu viens de vivre peut-être un choc? Puis une fois que tu as pris conscience de ça, bien là, tu peux réfléchir autrement à la situation, te mettre à la place de l'autre, tenter de créer un pont. Puis là, tout d'un coup, ben, tu sors un peu de ton malaise. Puis là, ben, c'est assez intéressant. Mais... Puis peut-être, là, ce qui est sur la table à Garneau aussi, on a peut-être envie de développer l'outil, mais pour plus, pour les diversités. Donc, ça inclurait d'autres volets, là, au moins, vous avez 2 documents là, avec déjà des premières pistes de réflexion ou des propositions là, pour aller plus loin.